Et voici venu le temps des rires et des ben non, pardon, mauvaise licence, du deuxième épisode de Loli la Loose. Cette fois-ci pour un épisode plus contemporain. Bien entendu, comme d'habitude, toute ressemblance avec des personnages existants, des situations gna 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 ma gna gna, hein, ce n'est que l'exacte vérité à peut-être quelques exagérations près, mais pas trop quand même, parce que ceux qui me connaissent en vrai ou sur Twitter pourront en témoigner. En cette période de crise, de pandémie et de peur du confinement, j'ai la chance de ne pas avoir trop à m'inquiéter du corona, n'ayant pas une énorme famille et celle-ci jouant le jeu du confinement. Du coup, ça me permet de pouvoir vous faire rire un peu avec ma loose quotidienne, particulièrement quand elle croise le coronavirus. Replantons le décor. La GLU, 15 ans, a décidé de nous faire début janvier une ALD. J'aurais préféré que ce soit une voiture plutôt qu'une infection longue durée, mais que voulez-vous, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut, hein. La GLU, donc renommée Lado sur Twitter, après son hospitalisation et sa convalescence que les plus chanceux d'entre vous ont pu suivre sur Twitter, mais si, rappelez-vous l'escalier fort raide ou alors de ce pauvre lapin dont une cuisse a fini dans son assiette. Elle devait se rendre genre une ou 2 fois par mois à l'hôpital. Oui, malheureusement pas à l'hôpital Velpo. Bref, en temps normal, ça ne pose pas de souci, si ce n'est celui de trouver une place sur le parking minuscule aux emplacements encore plus bardés de tringles de fer que la planche d'un fakir, et qui ne rêve que de faire de jolies scarifications à ta bagnole, particulièrement si ça ne fait pas longtemps que tu l'as et que son rayon de brocage est totalement différent de la Setchan. Oui, il y a quoi? Je suis une quiche pour me garer, ça tout le monde le sait. Sauf que, avec la pandémie actuelle, aller à l'hôpital, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Déjà, quand on est parti, l'ado, elle était verte. Parce que de se faire enfoncer une grande aiguille dans le dos jusqu'à ce que ça fasse pop et que du liquide en sorte, c'est jamais agréable. Encore plus quand sa charogne de mer lui susurre des petits mots trop gentils à l'oreille. À ma décharge, certes, elle souffrait, mais c'est de sa faute. Je lui ai proposé plusieurs fois de faire une ponction lombaire à la maison avec la flèche du sapin de Noël, elle a jamais voulu. Par contre, je comprends toujours pas pourquoi elle a insisté pour que ce soit moi qui l'accompagne et pas son père. Sûrement un côté masochiste. Ou alors peut-être un syndrome de Stockholm, va savoir. Bref, on part. L'hôpital est à genre une trentaine de minutes en voiture et mon attestation abandon d'enfant prête à être présentée au premier flic venu. L'ado est assise, tendue comme un string dans la voiture. Je ricane fort peu charitablement de tout ce que je vais pouvoir faire pendant la ponction et l'attente. Après un trajet sans histoire, nous voilà dans le parking qui veut la mort de les voitures si tu ne les contrôles pas parfaitement. Rapport que tu as la place au poil de cul près pour manœuvrer ta bagnole. Moins si jamais la place en face de laquelle tu t'es mise est prise par une grande voiture qui dépasse de partout, prends 2 places de parking, mais surtout, mors sur la zone de manœuvre. Je me gare, parfaitement, du premier coup. On sort de la voiture. J'ouvre le coffre et là je fais le plus fabuleux montage qu'il ait été donné de voir de toute l'histoire de l'humanité sur comment mettre 12 000 trucs tous plus vitales les uns que les autres dans un sac à dos pour faire passer la demi-journée d'attente immobile de l'ado et de son garde-chiourme. À savoir, une tablette, 13 bouquins, un chargeur de téléphone, 12 powerbanks, eh oui, le téléphone de l'ado n'a plus de batterie, il est vieux, de quoi lui donner à manger et à boire, à l'ado, hein, pas au téléphone, ça c'est déjà fait. Pareil pour moi, et au sommet de cette pile qui pèse facilement 15 kilos, la carte de banque et la carte d'identité. Mise en place des masques en tissu cousu main. Je serre bien fort pour qu'ils restent en place. Manque de peau, elle peut encore respirer au travers. Mais si ma fille a désormais un petit caté Darth Vader avec les bruits de respiration ultra saillants qui vont avec, maman, t'es vraiment trop chiante. Et un doigt d'honneur prompt à sortir à la moindre chose que je lui dis, soi-disant trop méchante, c'est pas encore réussi pour ma tentative d'assassinat. On arrive à l'accueil de l'hôpital. Vide. Enfin, pas tout à fait. Des barrières nadars entourent l'entrée et par terre sont tracées les désormais habituelles lignes d'espacement social. S'il y a bien une secrétaire derrière les 12 000 mètres carrés de plexiglas de l'ancien accueil, un nouveau bureau post-avancé a popé de nulle part. Entouré de plexi, masqué, mais pas en FFP2,
2 armoires à glace toutes de noir vêtues, le crâne brillant et les bras croisés nous toisent de haut en bas. Encore un peu, j'aurais l'impression de voir en Cerbère 1 le Falcon de City Hunter, mais en version Leader Price et avec un peu d'embonpoint. Ils entourent tous les deux une infirmière qui a l'air chétive et désolée à leur côté. On s'avance, ça part déjà mal. Cerbère numéro 1 nous sépare. Non, on ne peut pas rester sur la même ligne. Oui, même si on est venus ensemble dans la même voiture et qu'on habite dans la même maison. C'est le règlement. L'infirmière s'approche avec son thermomètre. Je décline les raisons prévues de notre venue. À 3 mètres d'elle, c'est un peu compliqué, mais en criant un peu, on y arrive. Je demande si je peux rester avec ma fille, mineure. Elle hésite. Regarde les deux Cerbères qui me semblent de plus en plus inamicaux. Non, pas d'exception. Cerbère 1 me toise. D'ailleurs, pourquoi vous êtes là, vous? C'est-à-dire que je tiens un minimum à ma bagnole, vous voyez, et que ma fille mineure ne peut pas conduire. Vous allez être obligé de rester ici. Vous ne pouvez pas accompagner votre fille. Même pas pour les démarches administratives? Non. Donc, vous allez faire signer des papiers d'hospitalisation à une mineure. Non, vous pouvez pas aller avec elle, c'est le règlement. Bon, bah, si c'est le règlement, alors, hein, je ne peux rien dire. Je vois l'ado qui fait le gros dos devant l'annonce. En même temps, c'est ça d'être grande et fine, hein, et l'appareil dentaire caché derrière un masque en tissu. On paraît plus vieille qu'on ne l'est réellement. Je vous ai déjà dit qu'au restaurant, on lui sert d'office du vin et que dans les magasins, on l'appelle madame? Bref, avec un regard de pure détresse, elle se badigeonne de gel hydroalcoolique, se retourne vers moi avec un air de chien battu. Elle va devoir faire face, seule. En tendre mère aimante, je lui dis que je resterai là, à l'entrée, le temps de ne plus la voir pour être sûre qu'elle ne tente pas de s'enfuir, tout en lui disant de m'envoyer son heure de sortie approximative et que si j'ai pas trop à faire, je viendrai éventuellement la rechercher. L'infirmière désolée pouffe dans son masque devant le «Maman!» réflexe qui sort de la bouche de l'ado. Je décoche mon meilleur regard de mépris à Cerbère 2. Copie ratée de Eric ou Ramsey, je sais jamais lequel des deux c'est qui n'a pas de cheveux, et qui se marre de la détresse de l'ado devant la mer infernale qu'elle se tape. On n'a pas gardé les virus ensemble. Je repars, le moral en berne. Je ne vais pas pouvoir asticoter l'ado sur son lit de douleur pendant qu'elle se remet de sa piqûre, ni prendre des notes pour une PL maison. Je ne pourrai pas non plus live tweeter son agonie, faire des photos honteuses à envoyer à la famille, ni juste lui tenir compagnie. Enfin, techniquement, c'est ce que je vais faire depuis la messagerie instantanée, hein. Mais contrairement à mon moi réel, l'ado peut la mettre en mute. Je crois que pendant les quelques heures qu'elle a dû rester alitée dans sa chambre, à côté d'une dame âgée qui la prenait pour une jeune adulte, ont dû être les plus reposantes qu'elle a eues cette journée-là. 13h30, SMS de l'ado. Je sors à 15h30 dès que j'ai le protocole pour les médicaments. Prévoyante, je prends un antihistaminique avant de sortir et prévois d'arriver à 15h45. Je vous interdis de dire que business as usual, c'est parce que je suis à la bourre et incapable d'arriver à l'heure quelque part. Non mais si, là, je vous vois là-bas dans le fond. Bref, j'arrive à 15h50, sans masque parce que j'en avais qu'un seul en tissu, qu'il était pas sec et que de toute façon, vu le monde croisé ce matin, j'en aurais pas besoin. Et qu'en plus, avec les allergies, éternuer dans un masque à répétition, c'est juste un grand non. Je ne faisais que récupérer l'ado de toute façon. Naïf que j'étais. Confinement oblige, je peux pas trop rester devant l'hôpital. En plus, il y a un petit vent frais, piquant et désagréable. Je passe la porte tournante et demande gentiment, avec mon grand sourire plein de dents, si je peux rester là le temps que l'ado descende. Oui, me répond-on. Cool. Je m'installe avec mon sac, ma bouteille d'eau, mon téléphone et un bouquin sur une des chaises à l'accueil. Envoie un message à l'ado à 16h, qui me répond qu'elle ne sait pas quand elle pourra sortir. Je souris à Eric sans Ramsey, Cerbère numéro 2. Il retourne à la surveillance des gens qui arrivent au compte-gouttes. Je bois un coup, et vu mon problème de boisson, m'étouffe sur ma gorgée. Tous. L'infirmière braque son thermomètre sur moi, avise la situation, repose doucement le gel hydroalcoolique sur le bureau. Fausse alerte. On ne va pas encore me balancer en zone Covid-19. J'attends. 16h30. Mon nez me chatouille horriblement. Mes yeux sont ultra secs. Je lutte pour les rouvrir si j'ai le malheur de les fermer plus d'une demi-seconde. Je sens Falcon au rabais, Cerbère numéro 1, me regarder avec suspicion. Ce n'est vraiment pas le moment de Ratcha
La salve d'éternuement arrive, puissante. Avec mes yeux rouges, mon nez qui coule et maintenant ces éternuements caverneux, mon compte est bon. Cerbère 1 se jette sur un flacon de gel hydroalcoolique, fait une roulade, se relève un genou en terre et me vise. Cerbère 2 prend son talkie pour appeler un brancard pour le service Covid. Monté sur ma chaise, la morve faisant une coulée entre mon coude et mon nez, j'explique que c'est les allergies et pas un Covid. Cerbère 2 repose son talkie. Pour plus de prudence, Cerbère numéro 1 me vaporise au gel hydroalcoolique en faisant un signe de croix, parce que pourquoi pas d'abord, on n'est jamais trop prudent. Chance pour moi, je ne pars pas en autocombustion, mais ça pique les yeux un peu quand même. 17 heures. Je suis toujours debout sur ma chaise, à jeter régulièrement des cailloux pour éloigner Cerbère numéro 1. Une femme enceinte jusqu'aux yeux arrive à l'accueil, visiblement en train d'accoucher. L'infirmière prend sa température, lui file une giclée de gel pour ses mains et la dirige vers les ascenseurs. Cerbère 2 tente un trait d'humour. «Eh, bon travail, madame!» Si un regard pouvait tuer, le type serait mort sur place. Par solidarité féminine, j'aurais pu l'aider, mais je suis toujours occupée à éloigner Cerbère numéro 1 avec un bâton pour éviter qu'il ne termine son extrême onction de gel sur moi. 17h30, convaincu que c'est bien de l'allergie parce que j'ai pas de température, Cerbère 1 me laisse enfin tranquille. L'ado, toujours en chambre, pète un plomb et m'envoie des paroles de Kyo, écrites en majuscules. J'envisage très sérieusement de signer une décharge et de la laisser sur place. 18 heures. À deux doigts de partager un café avec les Cerbères qui sont devenus mes meilleurs amis tellement je suis au bout de ma vie. Ma gourde est vide et je dois faire pipi. 18h30. Heureusement que j'avais prévu large pour aller chercher l'ado, hein. J'ai plus rien à boire, super faim, terminé le deuxième volume de Guerre et Paix et mon téléphone est sur sa panse. J'ai aussi chopé un rhume à cause de courant d'air de la porte tournante de l'entrée, les mains bleues et connais par cœur les photos des 4 enfants des 2 Cerbères. 19 heures. L'ado arrive enfin, comme une fleur. «Ah maman, tu vas rire, mais en fait, j'aurais pu partir plus tôt. Le protocole était écrit et posé dans le bureau des infirmières, j'avais qu'à le demander. C'est bien qu'elle souffrait, hein, parce que sinon je crois que j'aurais bien laissé en plan, là tout de suite.